Il y a Lina aujourd'hui qui a sorti une archive, un sexe pour un autre, changer de corps, changer de vie, mais à quel prix, sur les zizi et les varins des trans. Et je trouve que c'est assez cool. Moi, j'aime bien à chaque fois que Lina ressort des archives sur les personnes trans. Et voilà, je me suis dit que c'est un bon petit sujet, voilà, pour revenir. En plus, comme récemment, j'ai fait, je vous le remets, je refais la pub un petit peu. Le podcast est sorti récemment de Transmance, qui est le podcast de Léon Salin, qui est donc un éducateur, influenceur trans, etc., qui fait un podcast qui s'appelle Transmance. Et du coup, il y a l'épisode où j'étais, où je suis apparu, et où on parle justement de transition médicale, on parle d'hormones, d'opérations, de trucs comme ça, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion pour continuer sur cette lancée sur les transitions médicales, sur les zizi et les vagins, pour regarder cette archive de Lina, et puis voilà. Bref, du coup, allons-y, archive de Lina sur les trans, les zizi, les vavins, et allons-y. Et nous allons voir à quel point, en fait, à chaque fois qu'on regarde une archive de Lina sur les trans, c'est vraiment, bon, pas toutes, bien évidemment, mais très souvent, parce que aussi il y a un biais de sélection, souvent ils choisissent celles qui sont plutôt positives, etc. Mais tu te dis parfois, putain, l'idée qu'il y a un progrès inéluctable et qu'aujourd'hui, vraiment, on parle mieux des trans qu'à l'époque. Franchement, aujourd'hui, un truc comme ça, ils auraient interviewé des terres fossiles, donc bref. Allons-y. Un transsexuel, c'est une personne qui a l'idée de changer de sexe, à mon avis. C'est-à-dire un homme qui est transformé en femme ou l'inverse. C'est certainement une personne qui est très mal dans sa peau et qui ne sait plus où elle en est. J'adore déjà les paysans, les vieux paysans. C'est quelle année ? C'est ils n'ont pas mis l'année dans le titre pour une fois. C'est 1991. Mais oui, déjà c'est les vieux basés. Et en plus, c'est les vieux d'avant. C'est les vieux d'à l'époque. C'est les vieux des vieux. Genre, c'est franchement stylé, hein. J'ai fait mal ? Non. S'il vous plaît. Il y a eu 2 vies en moi, il y a eu... La meuf trans qui se retrouve à faire des injections pour... Ça, voilà, ça c'est le devenir trans. C'est magnifique. Une première vie d'enfant qui se cherchait... Oui, elle a trop de flow, hein. D'enfant qui n'était rien, qui ne voulait pas être un garçon, qui ne pouvait pas être une fille. Et une vie, après l'opération, une vie de femme qui a dû se bâtir parce que l'éducation d'une fille m'a toujours manqué et me manquera toujours. Et après, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. Il y a déjà un premier truc, c'est après l'opération. C'est vrai qu'on était encore dans un discours, les transsexuels, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un discours qui est un petit peu sorti du prisme médical. Parce que oui, d'accord, il y a encore des gens qui ont un discours très très médicaliste sur leur transition. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'opération. Est-ce que tu as l'opération ou pas ? Et tu avais vraiment cette idée qu'une fois que tu as l'opération, tu deviens vraiment une femme. Et un petit peu cette espèce... Mais qui faisait aussi que pour beaucoup de femmes trans, c'était très très compliqué. Notamment celles qui ne pouvaient pas, ou alors ne voulaient pas aller jusqu'à l'opération. Ça faisait qu'en fait, il y avait un peu une guéguerre de légitimité en fait, dans le milieu trans. Notamment chez les femmes trans. Chez les hommes trans, c'était un poil moins le cas. Mais t'avais vraiment ce truc-là de... t'as les vrais et t'as celles qui font un peu semblant. T'avais encore un stigmate sur les femmes trans qui ne voulaient pas faire d'opération. Parce que t'en avais qui le voulaient, mais qui pouvaient pas. Et donc, elles avaient une excuse. Hein. C'était en mode, les pauvres femmes, elles ont une excuse. Mais en attendant, elles ne sont quand même pas des vraies femmes. Et t'avais un peu le truc de celles qui voulaient pas vraiment, en mode, c'est des travestis, quoi. Et c'est pour ça que le discours transsexuel versus travesti, c'était vraiment la structuration du discours sur la transidentité à l'époque. Soit t'allais jusqu'au bout, alors parfois tu pouvais être une travestie hormonée, mais du coup ça te faisait de toi un petit peu une meuf bizarre, tu vois. Mais t'avais les travestis, les hormonés et les transsexuels, donc les vrais transsexuels qu'on pouvait dire que c'était des femmes, tu vois. Discours médicaliste notamment qui centre sur les hormones. Non, mais je dis juste que ça aide, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la barre de la légitimité à l'intérieur de la communauté trans est beaucoup plus basse. Il y a beaucoup moins ce focus sur l'opération génitale. Et aussi, c'est le fait que, simplement, la loi ait changé. C'est vrai que... Alors, à l'époque, je ne sais pas si la loi était encore claire sur le sujet. Je pense qu'à l'époque, on ne pouvait pas changer de sexe à l'état civil encore. Mais lorsque la loi a permis de changer de sexe à l'état civil, c'était corrélé avec le fait de changer de sexe physique. Même si ce n'était pas écrit dans la loi comme ça, il fallait justifier d'un changement irréversible, corporel irréversible. Et généralement, quand tu te présentais avec, je sais pas, des changements hormonaux qui sont
tout à fait irréversible. Enfin, irréversible, ça dépend ce qu'on en pense, tu vois. Genre, la mue de la voix, on peut dire que c'est irréversible. En fait, il y a beaucoup l'aspect de la transition. Si tu considères que c'est irréversible, ça veut dire que tu considères que personne ne peut transitionner. Être stérile est obligatoire. Être stérile, c'était un peu le produit dérivé un petit peu de tout ça, mais en effet, il y avait de ça. C'est-à-dire que le truc irréversible, in fine, c'était l'opération génitale, puisque l'opération génitale était une assurance déjà d'une que tu étais vraiment terminalitrans, que vraiment tu t'étais... que tu étais vraiment sûr que tu étais une vraie ou un vrai transsexuel. Et c'était aussi l'assurance, en effet, que tu ne pourrais pas faire d'enfant. Et c'était un petit peu une des conditions médicales, hein, c'est de ne pas avoir d'enfant, hein, pour les trans. Hein. Comment ça, elles ne pouvaient pas ? De quoi qu'elles ne pouvaient pas... Les femmes trans qui veulent être opérées, mais ne peuvent pas être opérées. Oui, c'est ça. Parce que ça coûte cher. Et que aussi, tu as beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de l'opération elle-même. C'est-à-dire que les chirurgiens ont mis énormément de temps à centrer le plaisir sexuel dans notamment les vaginoplasties et les vulvoplasties en fait qui viennent avec la vagino. En fait, pendant très longtemps, les vaginoplasties, c'était juste des vaginaux. On te faisait un trou et puis un truc qui ressemble un peu et puis voilà, basta quoi. Il y avait beaucoup d'aspects en fait au niveau du plaisir où on gardait très peu de choses au niveau du plaisir. On ne s'intéressait très très peu sur ce qui restait du plaisir parce que le but, c'était de pouvoir avoir des relations hétérosexuelles vraisemblables. Donc c'était d'avoir un trou à fourrer globalement. Ça a été beaucoup la logique chez des médecins. Mais du coup, la partie du plaisir, le fait de protéger et de conserver en fait le plaisir génital, c'était un truc un petit peu parce que c'était un peu, comment dire, pour les médecins, pour beaucoup de médecins, notamment des psychiatres, reconnaître que des personnes trans puissent revendiquer un plaisir sexuel, c'était un petit peu accréditer la thèse du fétichisme et de la transidentité comme fétichisme. Si tu pouvais avoir du plaisir sexuel après, si tu voulais avoir du plaisir sexuel après ta transition, c'est que tu ne transitionnais pas pour les bonnes raisons. En fait, progressivement, la médecine a évolué là-dessus. C'est beaucoup les chirurgiens qui ont poussé pour ça, en vrai. Hein. Parce que les chirurgiens, ils s'inquiétaient beaucoup du bien-être de leurs patientes et se rendaient bien compte qu'elles présentaient une insatisfaction vis-à-vis de ça. C'est beaucoup les psychiatres qui étaient les plus catégoriques sur le fait que c'était inconcevable pour une personne trans de ne serait-ce que demander d'avoir du plaisir après son opération. Mais les chirurgiens, progressivement, notamment ceux qui étaient les plus alliés, en fait, qui étaient les moins transphobes, ont commencé de plus en plus à s'interroger de comment on conserve le plaisir sexuel. Tu te faisais opérer, mais tu perdais les terminaisons nerveuses. Ouais, ou alors c'était... Ouais, totalement, c'est ça. C'était en fait, on ne s'intéressait pas à les reconnecter ou alors à les maintenir. C'était une opération et une excision en même temps, quelque part. Enfin, une excision médicale, mais ça reste une privation du plaisir. Et en fait, ce qui fait que pendant assez longtemps, tu avais des femmes trans qui aussi refusaient l'opération parce que simplement, la satisfaction après l'opération génitale était... Voilà, quoi. Déjà que tu dois faire des dilatations. Alors, en plus de ça, si c'est pour pas prendre de plaisir, il y avait un peu un truc de c'est pour avoir juste un trou. Notamment les femmes trans lesbiennes, hein. Bon, c'est pour avoir juste un trou, ça correspond pas à ma sexualité, tu vois. Donc t'avais beaucoup de choses. Et aussi que les femmes trans lesbiennes, c'est très compliqué aussi pour elles d'accéder aux opérations parce qu'en fait, tu n'avais pas le droit, tu n'étais pas autorisé par les psychiatres d'accéder à un parcours de transition si tu étais homosexuel dans ton genre d'arrivée. Ça, c'est un truc qui est resté encore assez très longtemps grâce à la SOFECT. Globalement, c'est une société médicale qui s'était autoproclamée spécialiste du transsexualisme. Et puis de toute façon, les rapports hétéro, le plaisir féminin, oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est une... en fait, c'est vous dire à quel point l'histoire de la transidentité est liée à l'histoire de la misogynie médicale. C'est qu'en fait, pas plus que les médecins de s'intéresser au plaisir féminin pour les femmes cis. Alors, t'imagines, pour les femmes trans, ils n'allaient pas s'y intéresser, quoi. J'imagine que la technique d'opération n'était pas si développée qu'aujourd'hui et plus à risque de complications. Il y a aussi de ça. Alors, dans les années 90, de moins en moins, mais c'est vrai que t'avais des risques t'avais pas mal de risques post-opératoires. T'en as toujours maintenant, mais disons que les suivis sont de meilleure qualité aujourd'hui. Et et l'expérience médicale de certains chirurgiens qui se transmettent leurs pratiques, qui se communiquent leurs pratiques entre eux, etc., permet aussi d'améliorer en fait ce genre de prise en charge. Mais il y avait aussi des chirurgiens qui faisaient simplement leurs opérations en s'en battant les couilles, en se disant c'est bon, de toute façon, tant que j'ai le monopole. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas 36 000 chirurgiens qui vont te faire une vagino en France, hein, et particulièrement dans les années 90. Donc finalement, en fait, il y avait certains chirurgiens qui avaient le monopole ou l'oligopole des transitions médicales. Du coup, ils n'avaient pas vraiment d'intérêt à se creuser la tête là-dessus, parce que de toute façon, tu vas aller où ? Du coup, il y en a qui allaient en Thaïlande. À l'époque, elles allaient au Maroc. Thaïlande ou le Brésil, ouais. Dans les années 80-90, c'était encore beaucoup le Maghreb. Ah non, c'était plus vraiment le Maghreb dans les années 90. Mais beaucoup allaient au Maroc. C'est d'ailleurs dans... Putain, mais j'ai pas le bouquin sur moi vu que je suis au bureau. Mais l'autobiographie de Bambi. Bambi, c'était une femme trans qui était
actrice de cabaret, dont le vrai nom est Marie-Pierre Pruvot, et donc son autobiographie c'était Marie parce que c'est joli, mais je crois que ça a été réédité sous un autre titre. Bref, mais dans son autobiographie, justement, elle est pieds noirs, et elle raconte que je crois qu'elle était en Algérie, et qu'un des médecins chez qui les filles allaient pour avoir des hormones, voire pour éventuellement avoir une opération, etc., c'était en Algérie. En fait, concrètement, c'est le concept colonial, quoi. C'est là où les médecins avaient plus de liberté d'action, vu que c'était la colonie, vu qu'il y avait moins de surveillance. Il y avait aussi le fait que la notoriété du médecin blanc qui fait que t'as une place dans la société qui fait que tu es aussi moins scruté parce que c'est toi qui occupe en fait une place de pouvoir. Donc ça faisait que au Maghreb, en Algérie et au Maroc, c'était plus facile pour les médecins d'avoir cette liberté-là. Là où en métropole, c'était un petit peu plus scruté. Donc il y avait de ça, et après en fait progressivement, en fait voilà, c'est que la filière du Maroc s'est épuisée progressivement au fur et à mesure de l'indépendance progressive. Notamment économique du Maroc vis-à-vis de son ancien protectorat. Et après, c'est passé sur le Brésil et la Thaïlande. Surtout la Thaïlande, ça a été surtout... Je crois que les années 90, c'était déjà la Thaïlande en vrai. Ouais, le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, c'était vraiment avant la guerre. Et le Maroc, ça a été après, dans les années 70, début 80. Mais oui, après, ça a été vite la Thaïlande. Mais oui, il y a Sébastien Lifshitz, en effet, qui a fait un docu sur Bambi qui est vachement bien. J'ai toujours pas vu, mais dont j'ai vu plein d'extraits, ils sont super chouettes. J'ai perdu mon enfance et je ne la retrouverai jamais. Voilà, et l'autre partie du discours qui est intéressant aussi, donc il y a le truc sur le focus sur l'opération, mais aussi un autre truc intéressant, c'est ce truc-là et je n'ai pas eu l'éducation féminine, et un petit peu ce deuil avec lequel tu vis j'ai pas eu cette enfance-là, et c'est quelque chose que je n'aurai jamais, et qui va beaucoup à l'encontre, je trouve, du discours anti-trans, du discours TERF, qui consiste à dire beaucoup dans le discours anti-trans, particulièrement le discours anti-trans moderne, que les personnes trans prétendent être ce qu'elles ne sont pas et qu'elles sont en fait délues sur leur vie, qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont jamais vraiment des femmes, elles n'ont jamais eu la socialisation primaire féminine, tous ces trucs-là de oh là là, vraiment, tu sais, tous les discours qui s'articulent autour de les personnes trans, ni la biologie et ni la socialisation, etc. Et en fait, t'as un truc, non, il y a une grande lucidité, en fait, oui, on sait très bien comment on a été élevé, on sait très bien qu'on n'aura pas ce truc-là. Mais beaucoup, surtout à l'époque, vivent beaucoup dans un deuil, notamment que souvent, quand tu ne peux faire ton coming out que très tard dans ta vie, c'est pas que ton enfance et ton adolescence, mais c'est aussi la première étape de ta vie, en fait, pour laquelle tu fais le deuil. Et c'est cette lucidité-là de bah oui, en fait, on n'est pas d'élus, en fait. On sait très très bien que bah oui, on est trans, quoi. On n'a pas le même vécu que tout le monde, et voilà, quoi. Et on fait avec. J'ai toujours connu la solitude, et c'est une solitude qui me suit depuis ma prime enfance. Quand j'avais déjà 10-12 ans, je vivais seul, je jouais seul, j'allais me promener seul dans les bois. Et je trouve que c'est ça qui est d'autant plus fascinant, c'est que pour revenir du coup sur le discours de la socialisation féminine, ce qui est intéressant, c'est que souvent le discours anti-trans, c'est de dire les femmes trans, généralement c'est centré sur les femmes trans, ont eu une socialisation masculine car elles n'ont pas eu de socialisation féminine. Sous-entendu qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, elle, ce qu'elle raconte, c'est au contraire qu'il y a une fuite dans les récits beaucoup de femmes trans dans l'enfance et dans l'adolescence. Souvent, la solitude ou alors le fait de se réfugier dans certains intérêts, etc., c'est une façon de contourner la socialisation masculine. Il y a ça, il y a beaucoup d'hommes cis aussi qui contournent la socialisation masculine par la solitude, par l'art, par la poésie, par machin, voilà. Les garçons sensibles. Alors forcément, on retrouve beaucoup ça chez les gays et chez les meufs trans, mais on trouve ça aussi chez des mecs cis hétéros qui simplement, pour qui la socialisation masculine c'est trop violent, tu vois. Et aussi, oui, exactement, et pour les neuroatypiques de fou, bien sûr. Et t'as aussi le truc de, bah, du coup, t'as conscience que les normes qu'on t'impose, c'est douloureux et violent à intérioriser, et du coup, généralement, c'est la solitude qui vient te permettre d'esquiver au maximum la socialisation masculine. Ça veut pas dire que tu l'intègres pas d'autres façons, etc. Mais ce qui va remettre un petit peu en cause l'idée que si pas de socialisation féminine, alors socialisation masculine. Et en fait, bah non, parce qu'il y a tout un éventail de façons de vivre son enfance qui parfois sont en résistance à cette socialisation-là, une façon de trouver un entre-deux. Donc elle parle voilà, de cette solitude, etc. On parle souvent d'une corrélation entre l'autisme et la transidentité, et je pense que cette corrélation peut s'expliquer dans les deux sens. C'est-à-dire que l'autisme, qui fait que l'intériorisation des normes est beaucoup moins évidente, fait que ça peut aller jusqu'aux normes de genre. Et aussi la transidentité, ce décalage-là, te met dans un décalage autistique, entre guillemets, avec le reste de la société. Enfin, t'as un truc où ça peut entraîner une cassure, une déconnexion avec, justement, la normativité et la façon normale de se comporter, quoi. Je me suis longtemps reconnu dans la description de l'autisme, et depuis que je m'assume en tant que mec trans, je m'y retrouve beaucoup moins, donc ça me parle. Ouais, bah en vrai, oui.
je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est que ce discours est permis aussi par une extension de la définition de l'autisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu étends et tu remets en cause l'idée d'un diagnostic monolithique sur l'autisme, c'est-à-dire qu'avant, on restait coincé sur la partie la plus handicapante des personnes autistes. C'est-à-dire qu'on était très concentré sur t'es autiste si t'es non-verbal, si t'arrives pas à regarder dans les yeux, si t'es dysfonctionnel, etc., etc. T'avais vraiment ce truc-là très, très pathologisant et très, très centré sur l'aspect vraiment, exacerbé du handicap. Ils parlent pas, ils regardent dans les yeux, etc., etc. Et ce qui fait qu'il y a une remise en question progressive en fait, de ce diagnostic-là, notamment en se rendant compte que les filles étaient beaucoup moins diagnostiquées autistes que les garçons. Et en fait, en se rendant compte qu'en fait, à l'âge adulte, il y avait des diagnostics qui se faisaient plus tard, etc. En fait, parce que souvent, on sous-estimait la capacité des personnes autistes à masquer, par exemple, tout simplement, à faire semblant, à essayer tout le masking, etc. Tous les aspects qui fait qu'on reconnaissait davantage l'autisme chez les garçons que chez les filles, parce qu'ils avaient parfois des façons de se comporter qui étaient déviantes vis-à-vis des normes de masculinité, et que c'est là qu'on détectait l'autisme, c'était dans la déviance vis-à-vis des normes de masculinité. Et en fait, que chez les filles, c'était un peu plus normal d'être timide. Ah, tu regardes pas dans les yeux, mais c'est qu'elle est timide. D'être un peu focus. Ah, mais c'est une bonne élève, etc., etc. Et en fait, tu as beaucoup d'aspects en fait, où la remise en question du diagnostic et de l'aspect monolithique du diagnostic de l'autisme, c'est fait par une remise en question au travers du genre, justement. Et du coup, c'est assez logique de voir autisme et transidentité, non-binarité, autisme et genre évoluer à peu près en même temps en fait, dans l'histoire du diagnostic, dans l'histoire de la revendication de l'étiquette, de l'identité, etc. Parce qu'en fait, c'est beaucoup par le genre en fait, que les critères diagnostiques de l'autisme ont été remis en question, quoi. Aussi parce qu'il y a plus de contrôle sur le comportement des femmes et que du coup, il y a des besoins de masking qui est imposé aux femmes. Aussi, je pense. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et aussi, c'est que peut-être que dans la socialisation qu'on impose aux femmes, quand je dis impose, c'est pas que c'est mal, c'est que la socialisation est imposée, quoi. Il y a plus d'apprentissage des relations sociales. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus dans l'éducation des filles une valorisation de la parole, une valorisation du comportement en société, une valorisation en fait de tous ces trucs qui, quand t'es autiste, voilà. Mais en fait, une valorisation de tous ces aspects-là qui rendent plus difficile, enfin qui sont plus difficiles quand t'es autiste, mais qui font que paradoxalement, quand on concentre encore plus la socialisation féminine autour de ces questions sociales, du coup, tu vas davantage en pirater un petit peu les codes et apprendre à masquer, parce que vu qu'on t'aura appris la discussion, le comportement en société, etc., même si tu ne l'intègres pas, tu pourras davantage en mimer les codes. C'était un interdit familial, mais mes parents n'auraient jamais compris, n'auraient jamais admis. Et ce qui me faisait beaucoup de peine, c'est la remarque de mon père au sujet de tous mes agissements quand je n'avais pas la bonne réaction que lui attendait de moi. Il me disait « conduis-toi comme un homme ». Je ne pouvais pas me conduire comme un homme, puisque mon plus grand désir, c'était déjà à ce moment-là d'être une femme. Et ça, c'est, encore une fois, tu vois, ça fait que forcément les personnes trans qui témoignent sont ce qu'on appelle en psychiatrie des transsexuels primaires. C'est une catégorie inventée par la psychiatrie pour distinguer ceux qui ont le droit de transitionner et ceux qui n'ont pas le droit de transitionner. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu cette espèce de biais du survivant souvent dans les personnes trans qu'on voit dans ces documentaires-là, dans ces reportages. C'est que transsexuel primaire, c'est quoi ? C'est tu es trans depuis ton enfance, tu mettais les habits de ta mère et tu le savais depuis le début, etc. Genre tu es né comme ça, entre guillemets. Là où les transsexuels secondaires, c'est quand la dysphorie de genre arrive avec ou après la puberté. Et souvent, c'est oh là là, c'est juste des faux trans qui sont mal dans leur peau et qui sont juste des travestis, tu vois. Et en fait, c'est parce que c'est lié en fait à l'idée que la petite enfance notamment est le lieu de l'innocence et que à partir du moment où beaucoup de psychiatres qui ont succédé en fait aux moralistes, en vrai, ont une méfiance de la transidentité comme perversion sexuelle. Tu peux être davantage certain que c'est pas une perversion sexuelle si c'est de la part d'un enfant, si c'était déjà présent dans l'enfance, alors que si ça apparaît avec la puberté et donc l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires, du désir sexuel, etc., etc., la mise en doute de la transidentité de la personne est davantage justifiée pour les psychiatres, puisque l'idée de perversion sexuelle commence à arriver, que en fait, avec l'adolescence, tu sors de l'innocence de l'enfance. Et c'est comme ça que pendant très longtemps, si tu ne justifies pas dans le transsexualisme primaire, concrètement, tu n'avais pas trop accès à la transition, quoi. Les ravages de la psychanalyse, en vrai. C'est pas que la psychanalyse, hein.
C'est pas que la psychanalyse. L'idée de pathologiser, de mettre des doigts sur une pathologie, un trouble à soigner, à réguler, etc. Évidemment, il y a de ça dans la psychanalyse, mais la psychiatrie va vraiment être celle qui va mettre le doigt sur l'idée de trouble. Là où, dans la psychanalyse, tu sais, t'as un petit peu ce truc, t'as pas mal de psychanalystes qui vont être un peu relativistes. Non, mais on est tous un petit peu névrosés, qui vont utiliser le concept de névrose, par exemple, d'un point de vue plus universel que simplement c'est un malade mental, tu vois. Et en vrai, l'idée de maladie mentale, c'est plus propre à la psychiatrie. Je dis pas que la psychanalyse ne participe pas de la psychiatrie et de la psychologie. Je suis d'accord que la psychanalyse n'aide pas, notamment la psychanalyse freudienne à la con, dans une mauvaise lecture un peu freudienne. En fait, à mes yeux, la psychanalyse offre davantage de clés d'acceptation de la névrose et de la folie que ne le fait la psychiatrie qui est obsédée par le fait de la soigner. En fait, la psychiatrie découle en partie de la psychanalyse, et là ça te sent. Oui, en fait, la psychologie découle de la psychanalyse. Tout part de la psychanalyse, en fait. Est-ce que vous parliez de cela à votre mère ? Jamais, jamais. Oh non, je n'aurais pas osé. Quand je lui en ai parlé pour la première fois, ça a été un drame. Elle ne l'a pas accepté. Elle ne l'a jamais, d'ailleurs, digéré depuis. Jacques-Alain Miller a dit que la perversion n'existait pas. Oui, mais en fait, on trouve pas mal de psychanalystes qui remettent en question la perversion, l'idée vraiment pathologisante. Enfin, bref. Mais après, certains sont vraiment... Oui. D'autres courants sont très, très pathologisants dans la psychanalyse. C'était une souffrance. Oui, quand même, oui. C'est une douleur intérieure. C'est la douleur de ne pas être soi. C'est ne pas exister. C'est magnifique ce qu'elle dit. Puis ça, c'est beaucoup un truc qu'on retrouve dans la transidentité, c'est la demande de reconnaissance. Et ça, c'est pour ça que la question de la... Pour moi, la question du coming out se pose davantage quand t'es trans que quand t'es gay ou lesbienne. Et encore, en fait, elle se pose tout le temps, quoi qu'il arrive. Tu fais un coming out sans le vouloir, dès que simplement tu parles de toi. Mais il y a vraiment cette idée d'une demande de reconnaissance qui est existentielle, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire l'argument que, bon, ton orientation sexuelle avec qui, du coup... Ça devient existentiel quand c'est quelqu'un avec qui tu fais ta vie. L'absence de reconnaissance devient empêchante pour vivre. Mais par contre, quand t'es trans, comme ça décrète l'intégralité des façons dont tes parents vont interagir avec toi, etc., la reconnaissance parentale est d'autant plus importante et d'autant plus déchirante quand tu ne l'as pas, quoi. Jeune étudiant, militaire, puis médecin dans la petite commune de Rossignol en Belgique, Georges vit dans un corps d'homme, mais se livre à un véritable jeu de cache-cache. Le petit dead name qui fait plaisir. Georges vit en femme chez moi à l'intérieur, mais je n'osais pas me montrer et je ne sortais pas de la maison. Les rideaux étaient toujours tirés. Je n'allumais pas la lumière avant d'avoir fermé les volets. Oh, le katana au mur. Comme quoi les meufs trans, hein, ça change pas. Hein. Les armes. Hein. Oui, trop bizarre de la genrer au masculin. J'étais en mode. En fait, je croyais qu'elle allait parler d'une autre personne. Je croyais qu'elle allait passer au mec trans la voix off. J'étais en mode ça parle au masculin, ça doit passer à l'autre. Bref, non, mais là où je veux en venir, oui, c'est aussi ce qui fait que à l'époque, quand t'avais tout ce truc-là de, en effet, cette distinction entre transsexuels et travestis avec une espèce de, les transsexuels c'est les vrais, les travestis c'est un peu les pervers sexuels, ça faisait qu'en fait, paradoxalement, ça faisait un frein à la transition pour beaucoup de personnes, qui en fait, parce que ce passage par le travestissement, c'est un cliché, quoi, vraiment un cliché particulièrement de la période, mais encore aujourd'hui, tu vois, où en fait, tu te caches chez toi, tu te travestis, tu sais pas trop, du coup, le seul mot que t'as, c'est le travestissement, du coup, tu vas te rapprocher de milieux travestis. Et parfois, milieux travestis qui méprisent les personnes trans, tu vois, qui sont en mode non, nous on est juste travestis, c'est tout. Les gens qui veulent changer de sexe, c'est pas nous, c'est des pervers bizarres. Chacun s'accusait mutuellement de perversion sexuelle, quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, t'avais aussi le fait que t'as un peu ces deux milieux qui se regardent un peu bizarrement, mais à cause du discours psychiatrique, ça faisait aussi que c'était encore plus difficile d'être à l'aise avec toi-même parce que tu rentrais dans deux milieux distincts, souvent le milieu travesti et le milieu trans, mais du coup généralement tu commençais par le milieu travesti, qui te décourageait en fait d'aller plus loin, quoi. Je commençais mes consultations, j'attendais que le premier patient arrive pour me changer et revêtir mon costume masculin pour aller travailler, mais à partir du moment où ils arrivaient, je devais arrêter d'être une femme et je devais paraître un homme. C'est ça qui est fascinant aussi, c'est que t'as vraiment cette inversion du travestissement. C'est-à-dire que le travestissement, c'était pas de s'habiller en femme, c'était de s'habiller en homme. Et qu'en fait, vraiment le vécu trans, tu te perçois comme travesti quand tu es conforme à ton sexe de naissance, entre guillemets. Et genre, c'est vraiment, je relate tellement. C'était le texte que j'ai retrouvé de quand j'étais petit. Quand je disais, si j'étais un garçon, je pourrais mettre des shorts sans qu'on me traite de travesti. Parce que oui, en vrai, je me sentais travesti quand j'étais dans une robe. Hein. En mode Denise dans Twin Peaks, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai vu un TikTok récemment qui parlait de ça. Du fait que c'était vraiment un trope dans la télévision et dans les séries télé
le trope du je sais plus qui comes back to town, et où en fait c'est ton vieil ami d'enfance de militaire ou je sais pas quoi, etc., qui revient en ville en femme. Et en fait du coup le truc de Denise dans Twin Peaks, apparemment c'est vraiment un trope dans les séries télé à l'époque de représentation des femmes trans, et très souvent c'était en mode ce vieux copain de l'armée il va revenir et c'est une femme, et parfois c'était en mode gênant, et dans Twin Peaks c'était plutôt positif, je trouve, la représentation. Mais c'est assez marrant qu'en fait c'était les tropes télévisuels aussi autour des personnes trans ont changé, quoi. Ces années, qu'est-ce qu'ils représentaient? Il représentait le haïssable. Et je le haïssais. Non, c'est quelque chose d'abhorré, qui me gênait beaucoup, il y avait là quelque chose de trop en moi, quelque chose qui a dû disparaître et qui a disparu. On est d'accord, il y avait une allusion au coupage de bites, et juste après on voit des sabres. Chla, allez au katana. Puissant bras, ouais, 2 fois, elle est trop stylée. Transitionner pour devenir Atsu, le rêve. Oh là là, quel plaisir. Schlag, ah ouais, là c'est la pouf. C'est en Suisse qu'a eu lieu l'opération, donc après un an de Suisse traitement hormonal et des années d'économie. Oui, la Suisse, c'est vrai qu'en termes de... Ça coûte cher la Suisse quand même. Hein. Mais c'est vrai que la Suisse, c'était un autre endroit si t'avais la thune. C'est ma nouvelle vie qui commençait. Je naissais, c'était une naissance. Je suis né dans ma souffrance, mais j'étais enfin né et j'entrevoyais le moment où je pourrais ne plus me cacher, où je sortirais de ma prison. On a été un moment sans le voir, n'est-ce pas? Et puis il est revenu, vraiment changé, hein, portait le chignon, les robes, etc. Hein. Et puis, disons que c'était Mademoiselle Noël. On peut dire que, sans vouloir vexer personne, que la tête avait été très bien réussie, puisque c'était une grosse tête, puisqu'elle était sortie docteur en médecine, généraliste, et que le bas était plus ou moins raté. La tête était réussie, mais le bas était un peu raté. On est d'accord, il est en mode, bon, la tête, elle va bien, elle est intelligente, mais par contre, c'était en bas qu'il y avait un problème, quoi. Oui, je crois qu'il voulait bien dire, c'était en mode, le seul problème, c'était en bas, mais sinon, la tête, oui, bon, c'est un médecin, quoi, elle est intelligente, quoi. Genre, non, on est d'accord. Je suis partagé entre quel enculé et MDR, oui, de fou. Inspecteur des travaux finis. Pas mal. Oui, il voulait dire le bas correspond pas. Oui, bien sûr. Non, il parle pas de l'opération en mode l'opération est ratée. Oui, il parle de pré-transition. Oui, non. Il parle du fait qu'il y avait pas de correspondance entre la tête et le... Oui. Il parle d'elle pré-transition, il parle pas de la... Je crois pas. Enfin, à moins qu'il ait vu l'après. Oui, non, il voulait vraiment pro-trans, hein. Je pense que c'était vraiment une blague pro-trans qu'il a dit. Oui, il a dit que la nature l'a pas donné le bon bas. Oui, c'est ça. C'est que la nature l'a donné d'une bonne tête, elle est intelligente, elle a réussi ses études, mais par contre, le bas, bon, c'était pas tout à fait ça, quoi. Non, oui. Ça a certainement fait jaser beaucoup de monde, et bien des gens m'ont quitté à ce moment-là, des gens m'ont dit qu'ils n'admettaient pas cela. On m'a dit que... on ne m'estimait plus et on me retirait sa confiance. Et surtout que c'est elle, du coup, si je comprends bien, elle est médecin de campagne. Donc en plus, un petit village avec les gens qui regardent un peu en coin. Et puis tout le monde le sait, parce que de toute façon, tout se sait. Et en plus, en même temps, tu dois encore faire face à des patients, etc. C'est... Ma coup dur va te soigner ailleurs. Oui, c'est ça, hein. Genre, c'est désolé. Hein. C'était comme dans le... Je sais plus quel village, là. Il y avait des dentistes, le seul dentiste du village était roumain. Les gens étaient trop racistes. Du coup, ils avaient plus de dentistes, quoi. Parce qu'ils étaient trop racistes pour se faire opérer les dents par un roumain. Ah, bref. En effet, la moitié de sa clientèle, et même sa mère, n'arrive pas à accepter ce changement. C'est dur. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, non, tu ne nous soignes plus, quoi. Alors que franchement, désolé, mais... Quand t'es trans, je trouve que t'as une plus grande légitimité à soigner les gens. Littéralement. T'es en mode bonjour, je suis la preuve vivante que le corps humain c'est plus compliqué que ce que vous pensez, donc faites-moi confiance pour vous soigner, quoi. Je me disais que ce serait autant qu'elle soit morte, qu'elle resterait dans l'opération. Wesh. Tellement j'étais au fond du pouille. Je ne pouvais plus avoir une réaction. Après, elle parle au passé et elle dit elle. Donc peut-être que ça a évolué après coup. Hein. Oui, elle a genre quand même bien. Hein. Dans 10 000 ans, lorsque des archéologues déterreront ton squelette, ils verront que tu avais un bassin d'homme. On est d'accord, Loki, il y a un peu ça dans ce plan-là. Les os ne mentiront pas, les archéologues de demain. Et après, les archéologues sont en mode, alors c'est plus compliqué que ça.
Cette épreuve ne m'a rapproché de personne. Elle était trop dure. Et on ne peut pas partager une chose aussi pénible. Les personnes qui vivent cela me comprendront. C'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. C'est ça, c'est que l'isolement fait aussi que à qui tu vas te confier, surtout dans un petit village. Et d'où l'importance aussi, le développement des réseaux trans s'est développé avant tout par des publications, des magazines. Je sais qu'aux États-Unis, c'était beaucoup, je crois que c'était Transvestia magazine, et où il y avait beaucoup de petites annonces téléphoniques, où en fait beaucoup se faisait par des appels téléphoniques et des mises en relation épistolaires, etc., pour sortir justement les femmes trans de la solitude. Alors on passe aux mecs trans là. Souffle, souffle. Inspire. Souffle. C'est bien. Et avant l'opération, c'était pas moi-même, j'étais pas moi-même. Et le monosourcil, c'est aussi pour l'affirmation de genre ou... C'est comme si j'avais eu Après, bizarrement, ça lui va bien, ça lui donne un profil un peu étrusque. un cauchemar, quoi. Et je me serais réveillé un matin avec un corps qui ne m'appartenait pas. C'était me voir dans la glace. Après, monosourcil, mais barbe bien taillée. Donc, ça va, la checklist des mecs trans est validée au niveau de la barbe. Et si on vous avait refusé l'intervention? J'aurais été bouché du coin, mais je me serais fait opérer parce que je pouvais pas. Ou je serais peut-être pas là en train de vous parler aujourd'hui. Monosourcil, c'est la testo et j'ai une dinguerie. La testo participe en effet, de la poussée des poils. Pas que, il y a plusieurs facteurs différents. Mais c'est vrai que genre ça pousse plus dru, enfin plus fouillis, on va dire. Souvent les sourcils ils se remplissent un peu. Parfois ils se remplissent pas du tout, parce qu'il y a la testo, mais il y a aussi plein d'autres facteurs génétiques. Ça dépend des récepteurs, ça dépend de plein de trucs. La testo fait pousser la pomme d'Adam, oui. On vous a enlevé les seins? Oui. On m'a enlevé l'intérieur du sein. Parce que quand on dit enlever les seins, c'est carrément tout enlever. Non. Oui, c'est des tétons, c'est bon. Et On a enlevé l'intérieur des seins, on t'a recoupé la peau quand même, j'espère. On t'a pas laissé la peau pondre quand même. on enlève l'intérieur et on regreffe le mamelon. Ce qui fait qu'il n'y a aucune cicatrice, on ne voit absolument rien. Oh, il a la même opération que moi. Ah, ça va, il avait un petit bonnet. Et là déjà... Il a fait une périaréolaire. Déjà, c'est déjà un grand pas, quoi. Ce qui nous permet d'attendre le reste, qui est très long aussi. Et le reste, c'est quoi? Et le reste, c'est le sexe. C'est ce sexe qu'on vous greffe. Première fois, 13 heures sur la table d'opération. Parce que là, on vous fait l'absorption de l'intérieur, c'est-à-dire des ovaires, des trompes. Ah oui, d'accord. Donc lui, il est encore dans... Ok, d'accord, il est encore en mode phallo. Ok, d'accord. Aux OP Transmasque, c'est toujours la phallo qui se fait aujourd'hui. La phallo se fait toujours aujourd'hui. Il y a encore des phalloplasties. Même il y en a de plus en plus, parce que même les techniques de phalloplastie sont de mieux en mieux. On est un peu en retard sur les phalloplasties par rapport aux vulvoplasties en vrai. Mais en fait, tu as plusieurs opérations génitales. Tu as aussi la métaoidioplastie. Alors, je vais vous expliquer pour l'érection après. La méta, c'est en gros, quand vous êtes sous testo, le clitoris change d'aspect. C'est-à-dire que le gland et vous savez, le clitoris, c'est un poulpe comme ça, là. Voilà. Comment je vous le montre, le clitoris? Comme ça, là. Voilà, comme ça, là. Là, c'est les deux bulbes. Et là, c'est le gland. Et il y a un peu de... Voilà. Et en fait, cette partie-là, elle grandit. Voilà. Et ça fait un peu une mini-bite. Mais qui est encore rattachée parce que si vous avez l'image, du coup, d'une vulve, il y a de la peau qui relie, en fait, le capuchon aux grandes lèvres aux petites lèvres et ensuite dans les grandes lèvres. Le principe de la donc de la métaoidioplastie, c'est que en fait, on va prendre cet aspect-là du clitoris qui a gonflé grâce à la testo. Tu sais, t'as un clitub. Et en fait, tu vas couper en fait la peau des petites lèvres pour l'enrouler autour de là. Donc en fait, t'as le clitoris en fait qui est libéré de la peau en fait qui d'habitude le retient un peu plus en bas. Et du coup, l'opération peut faire que l'érection va plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, parce que la peau peut retenir l'érection, etc. Enfin bref, donc l'érection peut aller un peu plus haut. Et même tu peux remonter, parce qu'en fait, si tu remontes à la racine du clitoris, il remonte beaucoup plus haut. Si vous vous touchez un petit peu au niveau... si vous vous touchez, mesdames et messieurs d'ailleurs, un peu si vous suivez un petit peu le clitoris le long du pubis, il y a une partie en fait qui est enfouie au niveau du pubis en fait. Et en fait, il peut y avoir des métas qui remontent un peu plus haut au niveau du pubis pour que le clitobite
partent d'un peu plus haut. Bref. Et ça, en fait, c'est l'opération qui garde le plus des sensations sexuelles. Puisqu'en fait, ça fait ce qui ressemble le plus, en fait, à un gland, une bite et la peau tout autour. Tu vois. Et donc, en fait, c'est ce qui... Parce qu'en fait, tu touches rien, finalement, aux terminaisons nerveuses. Juste, tu changes l'apparence extérieure. Tu peux ajouter à ça une extension de l'urètre pour que l'urètre aille jusqu'au bout du gland et donc qui permette de faire pipi avec ta bite. Mais bref, donc ça, c'est la métaoïdioplastie. Et donc ça, c'est l'opération dans laquelle il y a le plus de sensations sexuelles qui sont maintenues parce qu'en fait, concrètement, tu touches pas grand-chose en fait à l'anatomie et au contact direct avec. Ensuite, il y a la phalloplastie. La phalloplastie, ça consiste à... donc tu fais la méta, en fait, quand tu fais une phalloplastie. Donc tu fais tout ce que je vous ai décrit. Et ensuite, par-dessus, tu fais un greffon où en fait, tu vas prendre le gland, tu vas l'étendre et tu fais un greffon. Tu prends de la peau, soit du bras, soit de la cuisse, pour la greffer et en faire un phallus. Alors donc pour ça implique généralement du coup de refermer la cavité vaginale. Et donc en fait, quand tu fermes la cavité vaginale, le mieux c'est d'avoir une hystérectomie complète ou partielle. Partielle, c'est plus récent qu'on fait des hystérectomies partielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, à partir du moment où un organe n'est plus accessible, entre guillemets, pour si jamais ça nécrose et que ça meurt à l'intérieur de ton corps, il faut pouvoir ouvrir et autant l'enlever tout de suite. Généralement, souvent, l'hystérectomie, c'est un peu une étape de la phalloplastie parce qu'en fait, tu refermes la cavité vaginale. Et donc à ce moment-là, du coup, on te greffe en fait une peau par-dessus, au-dessus. Et très souvent, ça fait que les sensations sexuelles sont plus distantes. C'est-à-dire que tu vas pas toucher directement en fait le clitobite. Donc vraiment là où tu as les corps caverneux en dessous, enfouis, qui sont plus sensibles et plus irrigués de sang, etc. Mais comme va y avoir des couches de peau un peu par au-dessus, ça fait que la sensation sexuelle c'est moins sensible, on va dire, qu'après la méta. Après, ça veut pas dire que la phalloplastie, t'as aucun plaisir sexuel. T'en as de fou, hein, genre ça veut pas dire, voilà. Il y a quand même un maintien des terminaisons nerveuses. Et tu peux aussi faire des couilles, tu mets des implants testiculaires dans les grandes lèvres et ça fait des couilles. En même temps, les techniques ont changé aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des phallos avec conservation du vagin. Oui, c'est vrai que maintenant, on peut avoir des phallos avec conservation du vagin, je crois, mais c'est à condition de pas faire de couilles, on est d'accord ? C'est à condition de pas faire de scrotum. Parce que le vagin, il est à l'endroit du scrotum, en vrai, quelque part. Bon, je sais pas. Mais oui, après, tu peux très bien ne pas avoir de couilles. Tu peux très bien juste avoir la phallo et pas de couilles. Enfin, c'est un peu plus à la carte aujourd'hui, on va dire. Et du coup, la phalloplastie, c'est ça. Donc en fait, pour les opérations génitales des mecs trans, t'as deux options en fait. Et je sais que t'as de plus en plus de chirurgiens. Je sais que parce que mon chirurgien, il m'en avait parlé, c'était incroyable. J'étais en rendez-vous post-op après ma torsoplastie. Il me dit « moi en ce moment, je travaille là-dessus, si ça t'intéresse !» Et en fait, il travaille une technique qui part de la méta, donc le truc que je vous ai expliqué où tu prends le truc déjà existant, et qui en fait fait méta plus allongement du pénis. Vous savez les trucs d'allongement du pénis où en fait qui consistent les allongements chirurgicaux du pénis qu'on voit beaucoup dans les pubs sur les sites porno. En fait, ça consiste à aller casser les fibres pour créer en fait avec le tissu cicatriciel et étendre finalement les corps, tous les corps caverneux, etc. autour du pénis, etc. Et il me parlait du fait que lui, il essayait de développer justement ce truc de partir de la méta pour obtenir en fait une méta qui donne une verge un peu plus longue, mais sans pour autant perdre le plaisir sexuel que tu peux avoir avec la phalloplastie. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je lui ai dit, je vous rappelle dans 5 ans. Mais c'est souvent un petit peu la différence un peu entre ce que tu veux. C'est-à-dire que très souvent, c'est un peu ce qu'il me disait, c'est que très souvent, en fait, les gens qui vont vouloir une phalloplastie, ça va être souvent pour adresser une dysphorie génitale notamment qui est beaucoup liée à l'apparence. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose dans le paquet. Et le fait de faire pipi debout, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs trucs. Alors qu'il me disait que souvent, les gens qui vont plus aller vers la méta, c'est des gens qui vont plus privilégier le plaisir sexuel et le maintien du plaisir sexuel. Et en fait, tu as souvent un peu cette différence entre sur quoi exactement se porte ta dysphorie génitale, et pour ça, tu as un petit peu deux options. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup des mecs trans gays qui allaient plus vers la méta et des mecs trans hétéros qui vont plus vers la phallo. Ça veut rien dire, hein. Parfois les mecs trans hétéros vont aussi vers la méta et les mecs trans gays vont aussi vers la phallo. Mais souvent, c'est un peu le truc de bon, est-ce que ça suce? Oui, on peut vraiment up la tête d'un zizi. Je pensais que c'était un scam sur les pubs des sites de cul. Non, même il y a pas mal d'acteurs porno qui ont fait des chirurgies d'allongement du pénis. Hein. Et en fait, si tu peux utiliser ces techniques d'allongement du pénis sur une méta, du coup, tu peux garder un maximum de plaisir sexuel et un maximum de ton anatomie d'origine sans pour autant greffer un truc par-dessus, quoi. 5 ans, c'est les délais en France. Non, moi, j'étais en mode 5 ans, le temps qu'ils perfectionnent la technique.
Attention à beaucoup. Non, mais bien sûr. Alors là, oui, les trucs sur Internet en mode agrandissez votre pénis, il y a beaucoup de scams, bien évidemment. Hein. Et t'as beaucoup de gens qui font ça. En fait, beaucoup de trucs. Ok, bon, petit. Parce que je suis rentré dans un rabbit hole là-dessus. Parce que on va pas dire que j'étais pas intéressé. Parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, au truc d'allongement du pénis. Et en fait, beaucoup de pubs que vous voyez sur les allongements du pénis, notamment dans les sites porno, c'est des trucs qui se font un petit peu à la zob, pour ne pas faire un jeu de mots un peu trop pourri. En fait, c'est-à-dire que cette technique que je vous décris de créer du tissu cicatriciel et d'étendre progressivement la peau et les corps caverneux entre eux, etc. Bah, en fait, beaucoup des pubs que vous voyez sur les sites porno, c'est des gens qui vous vendent des poids à attacher à votre bite pour faire ces séances-là d'allongement et de venir casser justement ces fibres-là. Le problème, c'est que si tu n'as pas de supervision médicale, bah, ça peut finir en hémorragie de la tub. Donc, en fait, c'est ça. Beaucoup sont des scams un petit peu comme ça, qui vendent un petit peu des méthodes, qui disent regardez, et donc qui montrent les poids au bout de leur bite, etc. Donc, bref. Donc, c'est ça, comme les fakirs, exactement. Je me suis beaucoup renseigné là-dessus, j'étais fasciné par ça. Donc, non, le mieux, c'est une supervision médicale et des chirurgiens qui sont plutôt experts là-dedans. Et donc, ne faites pas attention à ces pubs sur Internet, ça va juste vous proposer de risquer. Bref. Oui, et puis les petites bites, c'est cool, ça va. Les petites bites, c'est sympa. Après, on vous met le sexe en nourrice, qu'on appelle sur le bras. D'abord, ils m'ont découpé, donc, la peau d'ici, tout, jusqu'à l'os. Ils m'ont mis en nourrice ici pendant 8 jours. Donc, ils ont vu qu'au bout de 8 jours, ça vivait très bien. Ils me prenaient le pouls, tout fonctionnait très très bien. Et ils ont décidé, 8 jours après, de me le transplanter. Donc tu prends un greffon du bras, comme ça tu gardes aussi la vascularisation, tu gardes un peu des vaisseaux, etc. Et après tu la mets au niveau de la bite. Oui, jusqu'à l'os, ouais. Et oui, c'est pour ça que la phallo, t'as aussi une cicatrice, t'as des cicatrices supplémentaires, ça va être beaucoup plus, graphique quand tu l'as fait. Je conseille quelques pommades pour agrandir la tub quand même, c'est un ami. Alors, les mecs trans, écoutez, il existe des pommades à la testostérone, à ne pas confondre avec le gel. Ne mettez pas de gel sur votre bite. Mais par contre, des pommades à la testostérone, ça peut stimuler localement, alors c'est surtout pour les mecs trans, je sais pas si ça marche pour les mecs cis, mais ça peut stimuler la pousse, en fait, la réception de testostérone au niveau de votre clitobite. Mais je crois que ces pommades, elles sont pas en vente en France, donc faut les trouver. Ça se vend en Thaïlande. Mais il y a en effet des pommades, des crèmes à la testostérone qui se mettent en application locale. Pour les meufs trans aussi, non, pour bander. Oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, les gens, ça vient de la pornographie. En fait, c'est comme en fait l'application locale d'hormones. C'est ce qui permet, je pense que c'est ce qui est utilisé par certains acteurs porno, tout comme les crèmes, les crèmes anesthésiantes vaginales pour les actrices, etc. Donc il y a beaucoup de trucs qui viennent un petit peu, beaucoup de la pornographie, mais du coup, Cassandre qui a tout testé. Non, ça je l'ai appris en regardant les TikTok de TikTok Tony, qui est un médecin états-unien qui fait des opérations trans, qui fait beaucoup de trucs, notamment pour les mecs trans. Et pareil, j'ai digué tous ces TikTok. C'était hyper intéressant. Mais du coup, voilà, il y a des crèmes comme ça. C'est pas en vente en France. Faut s'en procurer par des moyens. N'allez pas voir les gomuscu. N'allez surtout pas voir les gomuscu. Alors, les gens, si vous commencez à avoir des idées, n'allez pas sur des sites où c'est des gomuscu. Ils mettent n'importe quoi dans leurs produits. Privilégiez les voies d'approvisionnement des trans. Privilégiez la copine qui fait un aller-retour en Thaïlande pour sa vagino. Ah tiens, ramène-moi un peu de la crème. Voilà. Privilégiez les copines et les copains. Faites pas confiance aux gomuscu. Ils foutent vraiment n'importe quoi dans leurs produits de merde. Bref, pardon, reprenons. J'ai été soulagé quand même quand je l'ai vu en bas. Parce que c'est la première chose qu'on fait en douche en bas. Et il a été bien tout. Premier truc, touche pipi, bah bien sûr. Suite. Oh non. Elle a l'air immense, sa table. Bah justement, je crois qu'il va en parler. Très long au début. Le médecin très gentil, il m'a dit maintenant tu te lèves, tu as ton sexe, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu te le laves. Alors je me suis levé, j'ai été au bidet, et j'ai vu ce sexe qui me descendait sur les genoux. J'ai dit c'est pas possible. Il a la bite jusqu'au joue. Ça, je crois, c'est une technique qui se fait plus. Pas garder ça si long que ça. J'ai dit c'est trop long. Alors il m'a dit rassure-toi, il m'a dit tu verras, on sera obligé de le recouper. Donc voilà, les vrais qui coupent le zizi, c'est les mecs trans. Mais en fait, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il a fait une grosse longueur pour être sûr d'avoir un maximum de vascularisation et après pouvoir recouper après pour tailler. Tu sais, c'est comme un diamant. Hein. Tu prends le gros morceau, ça ressemble à rien, et puis tu tailles jusqu'à avoir la bonne coupe et la bonne taille. T'as de la marge un peu pour couper. Le chir, c'est un gourmand. Ah ouais, c'est un gourmand, tu vois. Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Puis effectivement, je suis repassé 3 fois sur la table d'opération parce qu'il a fallu le recouper. Mais ouais, mais du coup, ça fait 3 opérations d'affilée, c'est chiant, tu vois. Genre, c'est. Bon, après, bon. C'était prévu, quoi, en fin de compte. Parce que s'il me l'avait fait juste, après, il aurait été trop petit. Au moment de la cicatrisation, il y a une rétractation des tissus. Et du coup, c'est pour être sûr que tu as la bonne taille, de ne pas avoir une bite trop petite. Du coup, si tu fais la bonne taille, après, les tissus se rétractent un peu. Et du coup, c'est un peu trop petit. Et du coup, tu fais plus long. Comme ça, tu es sûr que si le tissu se rétracte, au moins, tu peux prévoir comment ça se rétracte. Tu sais, si le post-op est chiant aussi. Ah, le post-op est sacrément chiant. C'est très long, le post-op. C'est pas aussi chiant que pour. T'as pas l'enfer des dilatations qu'elles ont les copines trans. Mais le post-op est très très long. Et puis, encore une fois, t'as plusieurs complications, etc. Notamment liées à l'urètre, mais pas que. Oh, oui, très fier. Je suis encore d'ailleurs. Je suis très fier d'avoir ce sexe. À ce côté-là, t'as pas coupé. Si, ouais. Bah. Ça se coupe la barbe au ciseau de cuisine ou? Après, elle est bien taillée, donc il a la technique du ciseau de cuisine, mais d'accord. Ça a été facile de parler de votre aventure à Martine? C'était difficile parce que je savais pas ses réactions. Surtout sur le fait où après on arrive au lit. Quoi. Parce que c'est bien, on arrive, on drague la fille, mais dès qu'on C'est vrai que ça réduit l'espérance de vie, une transition? Non, ça la rallonge. arrive après à passer à l'acte, c'est autre chose, quoi. Alors, j'ai eu très peur. Vous posez justement la question de l'urètre, ça va être tellement douloureux. Ah, mais moi, c'est la raison pour laquelle, même si je fais une mono, je vais garder l'hypospad. Hein. Genre, si je fais une méta, pardon, une mono, j'étais concentré sur le mono sourcil. Si je fais une méta, je pense que je vais pas faire l'allongement de l'urètre. Ça me traumatise. Hein. L'idée qu'on touche à ça, je suis en mode, au pire, pipi assis, c'est très bien. Au secours. J'ai eu très peur qu'elle soit déçue. Parce que c'est vrai que j'ai un sexe, mais qui a quand même la fonction la fonction est normale pour moi. Oui, parce que l'autre aspect, en fait, en effet, de la phallo, c'est que l'érection, elle est pas naturelle. Enfin, elle est pas naturelle. En fait, comme il y a ce greffon, etc., ça fait que l'érection... Normalement, l'érection, c'est t'as le sang qui va dans la bite et la bite qui remonte. Résumé de l'érection. Et en fait, le problème, c'est que quand t'as le greffon par-dessus, bah, en fait, c'est innervé, c'est irrigué, mais c'est pas irrigué de la même façon qu'une bite normale. Du coup, il faut une pompe, en effet. Il faut pomper. Alors, t'as des gens, ils mettent la pompe dans les couilles. T'as des techniques de pompe où, en fait, les pompes, c'est les couilles. Et en fait, tu pompes les couilles pour pomper la... Et même, parfois, même avec du liquide séminal, etc. Comme ça, tu peux éjaculer, etc. Bref. Mais du coup, en effet, t'as ce truc-là où il faut pomper manuellement, contrairement à la méta, où, comme tu gardes les tissus d'origine, et du coup, la logique d'érection, spoiler alert, comme le clito, il rentre en érection, il le fait aussi d'autant plus sous l'effet de la testo. Et du coup, l'érection est davantage spontanée, naturelle, entre guillemets. Même si t'as moins à ériger, ça érige quand même, quoi. En mode poète et ça. Ouais, c'est ça. Ça fait pop. En fait, t'as un liquide, en fait. Tu pompes un liquide qui vient diriger l'érection. Faut changer le liquide de la pompe. En théorie, non, parce qu'en fait, une fois que ça revient dans les couilles, c'est un circuit fermé, quoi. Ça va des couilles à la bite. Tu pompes, et après, ça se dépompe, et ça remplit les couilles. Après, tu repompes. Ça va bien. Comme une cigarette. Bref. Ah, il est enfoui pour la phallo, le gland. Ah, du coup, ils font un gland par-dessus, mais ton vrai gland, il est enfoui. Ok, donc vraiment, t'as toute la partie méta clitobite qui est enfouie sous le greffon. Bon, une des raisons pour lesquelles, encore une fois, moi, la phallo, c'est pas trop le truc que je privilégie, en tout cas dans ma transition. Ah, c'est dommage. Après, c'est vrai que le gland, il est plus petit, donc... Mais ouais. Oh, le cuir. Les bottes. Oh, le motard. Voilà, vrai homme, cuir motard, voilà. Trop stylé son pantalon. Évidemment, j'arrive sur cette phrase. Oui, il a un côté Wolverine. Aujourd'hui, Étienne est coursier. Il a dû s'installer à son compte tant la recherche d'un emploi s'avère... Tiens, c'est marrant quand même, vous remarquerez, ça l'a pas genré au féminin. Hein. Parce que autant la meuf trans était en mode il était et il a fait ça et maintenant c'est elle et maintenant c'est il. Lui c'est vraiment il. Lui c'est vraiment il y a pas de elle au passé, non, rien du tout, non, c'est non. c'est là qu'on voit qu'il y a une priorité masculine souvent dans la transphobie. Hein. On va pas se mentir. Et sur les mecs trans, cette priorité masculine est à notre avantage, là où elle est au désavantage des meufs trans. Sa carte d'identité et sa carte de sécurité sociale sont toujours celles d'une femme et ne correspondent pas à sa nouvelle apparence. Trouver du travail, traiter avec une banque, franchir une frontière, tout alors relève de l'exploit. Oui, parce qu'à l'époque, rappel, on ne pouvait pas vraiment changer de sexe à l'état civil. Il y a eu des jurisprudences après qui ont été gagnées et tout. C'était avant que donc le fameux truc où ensuite il fallait avoir une opération génitale pour changer de sexe à l'état civil, etc. Mais avant, c'était juste pas possible en fait. Là, c'est 91. Je crois que c'était pas encore possible à l'époque. Même le simple fait d'aller à la poste chercher une lettre recommandée. Oui, loi française inspirée de la Suède. Mais ouais.
quand je donne ma pièce d'identité, c'est souvent qu'on me dit que c'est pas pour moi. On me demande une procuration pour que je puisse retirer cette lettre commandée. Alors qu'ils me voient bien, sur la photo, c'est la même. À part sans la barbe. On demande la procuration de votre femme. Voilà, on me demande la procuration de Madame Saulnier. Alors à chaque fois, je dis non, c'est pour moi. Alors ils insistent sur ce problème de procuration. Mais non, il nous faut la procuration, c'est pas pour vous, c'est pas possible. Alors souvent, je suis obligé de crier sous le guichet. C'est pour moi, je suis transsexuel. C'est souvent que les gens à côté entendent, ils me regardent, me dévisagent. Et ce regard sur moi, c'est pas vivable. On me regarde comme si j'étais une bête curieuse. Il n'avait pas fait le CEC, mais à l'époque, il n'y avait pas de CEC, attends. En fait, il n'y avait pas de loi. C'est voilà, 92. 92, il y a la jurisprudence qui accorde le changement de sexe, qui a été inaugurée en 92. Mais avant ça, si tu voulais changer de sexe, fallait attaquer au tribunal. Donc, tu savais pas qui t'attaquait, tu savais pas contre qui t'attaquer, etc. Et en fait, chacun devait lui-même aller devant un tribunal et espérer que ça passe. Et en fait, la jurisprudence a été inaugurée en 92. Et donc, en fait, c'est en 92 que ça a fait jurisprudence et que ça a marqué. Mais avant, c'était juste une bataille individuelle, etc. Et après, la jurisprudence a fait loi, entre guillemets, et a été normalisée progressivement, etc. Mais oui. Avec l'État avocat, il y a Badinter qui l'avait eu pour Coccinelle dans les années 60. Il me semble qu'il y avait ça, et surtout Coccinelle, ce qui était au cœur de son changement de sexe à l'état civil, c'était le mariage. C'était que pour pouvoir se marier, une fois que t'as transitionné, en fait, vu que le mariage homosexuel n'était pas autorisé, et généralement, en effet, c'était pour avoir un mariage et pour éviter absolument, pour garder la vraisemblance hétérosexuelle et pour montrer que, oui, non, c'est une femme qui se marie avec un homme. Non, oui, c'est ça, oui. Donc Coccinelle, c'est vraiment autour de son mariage que ça s'était fait. Mais avant, ouais, tu prenais un avocat, tu raquais et puis tu priais pour que ça passe, quoi. Et ça passait très très peu. Pour le vote ? Pour le vote, j'ai jamais voté. J'y suis jamais allé. J'aimerais bien pouvoir voter comme tout le monde. Mais je tiens pas à entendre dire Madame Mentel a voté. Pas possible. S'ils acceptent de me dire Monsieur Saulnier a voté, ok, je vais voter. C'est un deuxième combat. Premier, l'opération. Deuxième, c'est le changement d'état civil. Et c'est ça. Et c'était, encore une fois, c'était un article justement que je lisais d'un chirurgien qui disait mais c'est absurde. Avant 2016, les gens venaient voir des chirurgiens pour des démarches administratives. Genre, t'as une démarche administrative à faire. Au lieu de te référer à l'administration, tu vas voir un chirurgien parce que sans ça, tu ne peux pas avoir accès à ton état administratif. Et donc ça, c'était avant 2016, avant que l'opération génitale ne soit plus obligatoire pour un changement de sexe à l'état civil. Mais genre, c'est totalement absurde. C'est genre en mode, d'abord le médical, ensuite le civil. En mode, non, normalement, ça va être l'inverse. Parce que justement, l'état civil te facilite aussi les démarches médicales, quoi. C'est le plus important, apparemment. Le plus dur à obtenir. Mm-hmm. Et pour moi, c'est vital, c'est important. Heureusement que ça a été facilité. Je tiens pas à ce qu'on m'enterre. Si je viens à mourir, je tiens pas à ce qu'on m'enterre sous le nom de madame. Ouais. Toutes les copines qui se sont suicidées, qui ont été tuées, et dont les hommages les ont genrés au masculin, les articles de presse, leur propre tombe. Ça fait trop bader, ça. Ça, c'est vraiment l'angoisse. Surtout quand t'es trans, quand on connaît le taux de suicide de notre communauté, et que genre, on vit avec une conscience de la mort assez intense, quoi. C'est là, ouais. Je veux qu'on enterre Monsieur Saulnier Etienne et non pas Madame Marie. Mais le combat d'Étienne est loin d'être gagné. Aucune loi en France ne prévoit le changement d'état civil et le vide législatif est total. Chaque cas est jugé au coup par coup et dans la plus grande incohérence, puisque certains tribunaux acceptent le changement et d'autres... Miskine Cassandre sera enterrée sous le nom de Cassandre. C'est la facilité de mon prénom. Après, parfois, c'est difficile. L'autre jour, on est dans le métro. T'avais des meufs complètement bourrées qui ont fait un moment une fixette sur la boubou de Raz. Et une meuf, elle s'allongeait sur Raz et la boubou, etc. Et genre, je les entendais discuter entre elles. Et la meuf, elle s'appelait Cassandre. Et genre, j'étais en mode, putain. Au secours. Si tu pouvais avoir un autre prénom en harcelant mon mec, ce serait mieux. Ah, bref. En plus, c'était horrible, le métro, il avait des pannes. On s'arrêtait pendant 3 plombes aux arrêts, on n'en pouvait plus. Du coup, là, il se retrouve au tribunal à devoir essayer de batailler. Et en fait, t'avais pas de jurisprudence. Donc, en fonction, du juge que t'avais en face de toi, et spoiler alert, la plupart des juges étaient sacrément transphobes. C'est pas possible. T'as les tribunaux, tu sais qu'ils acceptent, t'en as qui s'acceptent pas. Et puis, c'est la roulette russe, quoi. T'as les tribunaux, t'as les juges. Et Cassandre, c'est unisexe? Ouais, Cassandre, c'est unisexe, ouais. Mais disons que je lance la mode du Cassandre masculin. Alors, historiquement, c'est unisexe, mais ça a été surtout usité pour les femmes. Mais c'est vrai que j'ai du mal à associer Cassandre à des meufs maintenant, alors que c'est l'inverse avant. T'es le seul Cassandre que je connais.
Au nom du principe de l'intangibilité de l'état des personnes, Alors, c'est pas l'intangibilité, c'est l'indisponibilité. nombre de magistrats restent encore hostiles à tout changement. Et ça, c'est fascinant, cette idée de l'indisponibilité d'état des personnes. C'est que, en gros, c'est un principe juridique qui s'oppose au principe, enfin, qui est en concurrence, en fait, avec le principe d'autodétermination corporelle, etc. Je sais plus comment on appelle ça, bref, je suis mauvais en droit. Mais en gros, t'as deux principes qui s'opposent et dont le curseur avance en fonction de quoi tu parles. T'as l'indisponibilité d'état des personnes et t'as la libre disposition de soi et de son corps. Et donc, normalement, la libre disposition de soi et de son corps fait que tu peux t'autodéterminer, et c'est au nom de ça, notamment c'est un des principes au nom desquels la France, je crois, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur justement le traitement des personnes trans et l'inaccessibilité de leur état civil. Et en fait, tu as ce truc-là, mais l'indisponibilité d'état, c'est qu'en gros, c'est l'État qui fixe, je crois, des trucs, et qu'en fait, toi, c'est pas toi qui en gros, c'est pas toi qui décide. Tu vois, est-ce que tu es prêt à dégainer les nains de mort sans surange? Non. Mais en gros, c'est que t'as un truc comme quoi c'est pas toi qui décide, et t'as un truc comme quoi c'est toi qui décide. Et en gros, c'est deux curseurs juridiques qui sont mouvants et qui bougent en fonction des trucs. Et en effet, à cette époque-là, l'idée d'indisponibilité d'État était dominante pour les personnes trans par rapport à la libre disposition et l'autodétermination. Et du coup, ce vers quoi on tend généralement, et ce vers quoi tend le mouvement militant trans, c'est à rendre l'idée d'autodétermination supérieure à celle d'indisponibilité d'État. Mais d'ailleurs, l'indisponibilité d'État, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la GPA, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, en fait, des droits sexuels et reproductifs. Voilà. On tend vers ça, mais c'est pour ça que la revendication pour un changement d'état civil libre, gratuit, sur simple demande, c'est aussi comment dire, il y a à la fois cette bataille entre ces deux principes juridiques, mais aussi, concrètement, juste la vie quotidienne, genre le mec, il est obligé d'aller au tribunal et tout. Bref. En fait, depuis 2016, même pour faciliter le CEC, les justificatifs, même les plus absurdes, ça aide. Ouais, ça, depuis la loi de 2016, t'es plus obligé de justifier d'une opération génitale, d'une opération irréversible. Généralement, c'est une opération génitale avec stérilisation, bien sûr. Donc, depuis 2016, t'as plus ça, t'as des justificatifs simplement d'identité sociale, et donc généralement des lettres de personnes qui attestent qu'ils te connaissent, ou une identité masculine, etc., etc., etc. C'est ce que moi je dois faire et que je traîne à faire. Et en vrai, c'est plus simple, en vrai. Mais encore une fois, ça dépend encore des tribunaux. T'as des tribunaux qui sont cool et t'as des tribunaux qui veulent vérifier si tu ressembles vraiment à ce que tu prétends que tu ressembles et qui te convoquent pour vérifier ton passing, etc. Mais oui, c'est beaucoup plus simple maintenant, quoi. Enfin, ça a été simplifié, mais on aimerait bien que ce soit encore plus simplifié, quoi. C'est même incompréhensible, quoi, parce que maintenant, je peux me mettre nu devant le jury s'ils veulent. Ils verront bien que je peux pas m'appeler madame. Je découvre que c'est Badinter qui a plaidé le CEC de coccinelle au tribunal. Ouais, encore plus basé, hein, décidément, Badinter. Il mérite sa panthéonisation. Cassandre qui traîne sur ça alors qu'il a une lettre de Léo Mans. Mais oui, mais parce que j'ai pas celle de Raz. Un député a fait ma lettre plus vite que mon propre mec. Bref. Impossible. Et qu'on continue à ne pas vouloir nous accorder notre changement d'état civil, c'est aberrant. En tout cas, voilà. En tout cas, hyper intéressant, c'est cool. J'ai pu faire plein de tunnels. Et c'est toujours intéressant de voir la longue trajectoire un peu des droits trans et à quel point ils sont encore pas entièrement acquis, quoi. Même sur l'accès, ils n'ont pas beaucoup parlé de l'accès aux transitions médicales, mais les deux sont dans des normes. Lui, il est dans un couple hétérosexuel. Elle m'a l'air d'être seule, mais ils sont tous les deux dans des normes qui faisaient que les psychiatres acceptaient que tu prennes des hormones, que tu fasses des opérations, etc. Ces normes ont été bousculées progressivement, mais à l'époque, c'était quasiment impossible, quand tu étais homosexuel dans ton genre d'origine, de pouvoir transitionner. Maintenant, tu as de plus en plus de psychiatres, de médecins généralistes, etc., qui te posent pas de questions, qui sont en mode c'est ce que tu veux, je te fais confiance, quoi. Donc ouais, on a fait du chemin, il y a encore un peu de chemin quand même. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.